Ok, je vous l'avoue, j'ai un petit peu galéré à venir à bout du test de ce Panasonic HEZ1000 que j'ai reçu maintenant il y a environ une quinzaine de jours pour test, version 65 pouces, OLED, nouvelle génération, millésime 2020. Et c'est vrai que j'ai un petit peu galéré parce que tout au long de mes tests, un coup c'était génial, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est super. Et puis un coup je me disais mais pourquoi Panasonic a fait ça? Bref, je vais vous raconter tout ça, je vais vous en parler bien en détail dans cette vidéo. C'est parti! Bon alors d'abord, pour tous ceux qui sont un petit peu habitués à ma façon de faire sur la chaîne, vous savez que je commence toujours par un rapide rappel des caractéristiques techniques et puis une petite présentation de la gamme. Alors là ça va être assez rapide puisque cette série HEZ1000 qui succède au GZ1000 donc de l'année dernière est composée pour l'instant de deux modèles, 55 et 65, référence exacte TX 65 HEZ1000 et TX 55 HEZ1000 et respectivement ces produits devraient être vendus selon les dernières indications que m'a donné Panasonic aux alentours des 2000 € pour le 55 pouces et 3000 € pour la version 65 pouces. La commercialisation est prévue pour le mois de juin. Faudra-t-il pour autant craquer? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Du côté des caractéristiques techniques pures du produit, sachez que c'est un GZ1000 remis un petit peu à jour. C'est une légère évolution, pas de révolution sur ce produit-là. Donc du coup, on va retrouver une dalle 10 bits, 100 Hz, mais surtout ce qui, moi, me plaît beaucoup, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'il répond à toutes les compatibilités HDR. Et alors ça, c'est assez exceptionnel. Si vous avez vu la vidéo du Samsung Q80T, vous avez vu que je reprochais à Samsung justement de ne pas être compatible Dolby Vision. Ici, tout y passe, HDR, HDR10, Dolby Vision, la version HLG et même du Dolby Vision IQ dont on va se parler aussi dans cette vidéo, qui est la version soi-disant un petit peu plus intelligente du Dolby Vision. On va maintenant s'intéresser à l'ergonomie parce qu'il y a un petit truc qui a changé aussi. Bon alors rassurez-vous, je ne vais pas vous en parler 3 heures de l'ergonomie et du design de ce produit qui est somme toute assez classique mais qui reprend toutes ces caractéristiques qu'on aime sur les téléviseurs OLED, la finesse du cadre ici au niveau du contour de l'image et puis la finesse aussi de la dalle. L'OLED est extrêmement fin, en tout cas sur la partie haute puisque ici, comme on n'a pas une connectivité déportée, il y a tout le bloc électronique qui est derrière et donc forcément en partie basse ça prend quand même un petit peu de place. D'ailleurs Pana livre des petits accessoires pour accrocher le téléviseur au mur en raison de la conception de cette chose. Puis attention, parce que je peux vous le dire, c'est du costaud. Pour l'avoir monté moi-même, comme toujours, je peux vous dire que Pana ne se moque pas de la clientèle quant à la qualité, à la robustesse de ses produits. La grosse amélioration, la grosse nouveauté, c'est le retour du pied central chez Panasonic. Mais en plus ici, regardez, hop, il est rotatif. Voilà, on peut orienter la dalle. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, je peux vous dire que cet élément, le fait que ça tourne, c'est plus qu'un argument, c'est plus qu'un point fort, c'était une nécessité. Une connectivité qui est répartie sur le côté gauche à l'arrière de l'écran quand on est en face de lui, c'est assez classique, rien de spécial. On va quand même retrouver une connectique HDMI 2.1 partielle dont je vais vous reparler juste après. Voilà pour l'ergonomie, on va maintenant passer à la qualité de l'image. Franchement, c'est pas une surprise parce qu'on est là sur un modèle Panasonic, mais quelle claque. À chaque fois, c'est vrai que les téléviseurs OLED nous en mettent plein les yeux. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la plupart des constructeurs font très fort dans l'intégration des dalles qui sont systématiquement fournies par LG. Alors il y a des dalles plus ou moins performantes, plus ou moins lumineuses, évidemment, des électroniques qui gèrent ça de façon plus ou moins efficace. Ce qui est sûr, c'est que chez Panasonic, là, on est sur un modèle, donc comme je le disais, qui est vendu à 3000 €.
pour la version 65 pouces, qui est le premier palier de l'OLED. Attention, il ne faut pas confondre entrée de gamme et premier palier, parce qu'on n'est pas là sur un produit dit d'entrée de gamme, au vu de toutes ses compatibilités et de son prix. Le constructeur y a intégré son meilleur processeur, le HCX Intelligent Processor, qui fait tout simplement partie des meilleurs processeurs actuels. Chez Sony, on a le X1 Ultimate, chez Philips, on a le P5, chez Samsung, on a le Quantum Processor 4K ou 8K. Tout ça, franchement, aujourd'hui, auprès de ces grands acteurs, on a très peu de mauvaises surprises dans la gestion de la fluidité, la gestion de l'upscaling. Là, vous le voyez, c'est une vidéo YouTube. C'est quand même très bien en termes de rendu. Il y a actuellement des restrictions sur Netflix qui font que les débits ne volent pas très haut, en tout cas chez moi. Et pour autant, l'image reste quand même très propre. Donc je peux vous dire que vraiment, on est gâté sur la partie électronique. Mais comme je le disais aussi, mes avis, pendant mes tests, j'ai fait un peu des hauts et des bas. Il y a une quantité de menus impressionnante avec surtout l'arrivée du côté de l'image du fameux Film Maker Mode, donc qui est grosso modo un mode de réglage d'image qui a été créé pour répondre notamment aux attentes des réalisateurs, tous ces producteurs de cinéma, etc. C'est encadré par l'Ultra HD Alliance. De base, offre des résultats qui sont vraiment épatants. Alors je ne vais pas dire que c'est une véritable révolution, parce que ce Film Maker Mode, moi, il me rappelle vraiment ce que chez Panasonic on retrouvait avant, qui était le mode THX Cinéma. Alors c'est certes un téléviseur qui s'adresse au grand public, mais un grand public qui, tout ça, il n'aura pas envie de s'en occuper, il va venir choisir un mode, ça sera le Film Maker Mode, et puis le mode sport de temps en temps pour avoir un petit peu plus de fluidité pendant qu'il regarde son match de foot. Mais pour tout le reste, on peut quand même aller très loin dans les réglages. La gestion de la température, ça c'est assez classique. Et dès qu'on va basculer en plus sur des modes HDR, on va avoir ici des paramètres supplémentaires de luminosité HDR qui vont se débrider. Là, on a la réduction du bruit, la remasterisation MPEG, la résolution, la gestion de la plage dynamique. On a aussi ici la partie Intelligent Frame Creation, donc c'est la partie gestion de compensation de mouvement. Honnêtement, moi, je ne suis pas fan du tout de ces technologies de compensation de mouvement, mais pour autant, comme vous le voyez, je l'ai quand même mis au minimum. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est un paramètre automatique, parce que j'ai pu remarquer quand même qu'il faut demander à cette petite dalle de gérer un petit peu la partie fluidité, en tout cas solliciter le processeur là-dessus, parce que tout n'est pas parfait quand on le désactive. Mais franchement, je ne suis pas allé au-delà non plus, ni en moyen, ni en maximum, ni même en personnalisé. Voilà, je me suis vraiment contenté de la partie minimum. Alors l'autre démo que j'aime bien vous montrer sur ma chaîne, pour différentes raisons, ici sur la partie arbre, le détail dans les briques, sur les tuiles, l'aplat du ciel, les tons chers. Je trouve que c'est une vidéo qui marche bien parce qu'on a vraiment beaucoup de détails ici sur cette scène de Marco Polo, donc qui est là vraiment un contenu lu depuis Netflix. Voilà, le côté gestion ici de cette dalle 10 bits, 100 Hz, des bandes noires parfaites. Ici, plutôt une bonne restitution de l'ensemble. On a quand même, c'est pas la dalle la plus puissante, donc on a sur certaines zones des difficultés à reproduire, vraiment à déboucher tout simplement les scènes un peu sombres. Et donc, parmi les réglages qui sont disponibles dans le téléviseur, on a maintenant ce mode Netflix Calibrated, donc le mode Netflix qui est ici à activer ou à désactiver selon ses souhaits, entre guillemets, et ce qui me permet de vous emmener, si on le désactive, à ce fameux Dolby Vision IQ. C'est tout simplement la capacité d'interagir avec la luminosité de votre pièce, et ça, ça passe tout simplement par le capteur de lumière ambiante. Donc voilà, franchement, c'est bien, ça marche. J'adore le rendu Dolby Vision qui est toujours un peu chaud, qui est toujours un petit peu très agréable quand la pièce notamment n'est pas super éclairée. On a d'ailleurs un mode Dolby Vision sombre et un mode Dolby Vision éclatant pour lequel je suis beaucoup moins fan parce que ça remonte les températures de couleur. On est sur quelque chose de bien plus froid et d'ailleurs si je vais dans les menus, je vais le voir, on est ici sur un réglage de température froid 2, donc c'est vraiment le réglage le plus froid. Moi, je recommande plutôt la partie Dolby Vision IQ, c'est bien suffisant. On rebascule ici sur l'intelligence du processeur, chaud 2, température 2. On peut encore intervenir sur quelques petites choses, mais pas trop, parce que vraiment l'objectif de Dolby Vision, vous voyez là, tout ça, c'est désactivé. On a la compensation de mouvement qui reste active.
Mais là, Dolby Vision IQ, l'objectif c'est le processeur gère pour vous, combiné avec le capteur de luminosité ambiante. Voilà, c'est certainement pas une révolution. Je ne vais pas dire ici que les ingénieurs de chez Panasonic et de chez Dolby Vision ont réalisé un truc ici oufissime et génialissime. Mais bon, c'est là, ça existe, ça porte certes un autre nom marketing. Il y a sans doute aussi des choses qui sont tirées de ces métadonnées Dolby. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Bon, franchement, voilà, bon, c'est là, c'est bien, tant mieux. On va maintenant se parler des mesures. Et là, je peux vous dire que c'est une méga claque. Encore une fois, Panasonic livre ici un produit avec une calibration de dingue. C'est juste totalement parfait avec cette configuration Filmmaker, le Delta E moyen, que ce soit donc sur du Rec 709 pour les contenus SDR ou sur du DCI-P3 avec des contenus HDR, c'est dingue. C'est juste parfait. J'ai relevé un Delta E moyen en DCI-P3 à 1,73 et concernant la luminosité de ce téléviseur, encore une fois, c'est pas ce que LG Display et Pana proposeront de mieux, on aura mieux avec le HZ2000 notamment, mais néanmoins j'ai quand même relevé des pics lumineux de 622 nits en mode Filmmaker et 702 nits en mode Dolby Vision. Je peux quand même vous dire que pour les joueurs, j'ai mesuré un input lag de 21,5 millisecondes. C'est pas un record, LG fait mieux notamment sur sa série 9. J'ai toujours pas de téléviseur millésime 2020 de chez LG parce que, encore une fois, coronavirus, etc. Ça tarde à arriver, mais néanmoins, 21,5, allez, 21 millisecondes, on est sur un bon résultat. Vous ne devriez pas avoir de problème, d'autant plus que, comme je l'indiquais au tout début de cette vidéo, on a ici une prise HDMI 2.1 partielle. On a la gestion de l'e-ARC, Enhanced Audio Return Channel, pour la prise en charge via l'HDMI de sources audio haute définition, Dolby Atmos notamment. Mais on a aussi le ALLM, Auto Low Latency Mode, qui est en fait là encore l'intelligence, la capacité du téléviseur, non seulement lorsqu'on bascule en mode jeu à désactiver tout plein de traitements pour optimiser la fluidité, mais s'assurer aussi que ce qui arrive au niveau de la source ne pose pas de problème justement dans cette gestion de l'input lag, retard à l'affichage, temps de latence, etc. Bref, c'est encore une fois la garantie grâce à ce HDMI 2.1 de pousser un petit peu plus loin l'expérience gaming. Vous n'aurez pas le fameux VRR, Variable Refresh Rate, ni même le 4K à 120 images par seconde. Donc faites attention là encore, on ne sait pas ce qui se profile sur les consoles de prochaine génération. Je ne sais pas si vous êtes un joueur sur PC, ni même si vous avez une machine suffisamment puissante pour aller sur de telles définitions. Mais en tout cas, voilà, vous avez ici une petite amélioration qui est apportée par cette prise en charge du HDMI 2.1 qui n'est pas négligeable en tout cas pour la partie gaming. What's next? No matter how fast you are, I am not too weak compared to you. No one outruns their past. À mon grand regret, je ne vais pas avoir besoin de m'attarder franchement sur la partie audio de ce téléviseur. Le constructeur a intégré 2 haut-parleurs, 15 watts, 30 watts au total, une puissance somme toute relativement convenable, mais un rendu vraiment très quelconque. On est loin de ce qu'est capable de proposer la concurrence sur un tarif équivalent, je le rappelle, on est quand même sur un modèle à 3000 €. Toutefois, comme pour l'image, on trouve une quantité impressionnante de réglages dans les menus. J'ai été surpris de ne pas trouver de mode cinéma, disons que c'est le mode standard, et ce ne sont pas les quelques effets de virtualisation, Surround Cinéma ou Cinéma Pro, qui me feront changer d'avis, encore moins le mode Dolby Atmos virtuel au rendu pas franchement convaincant. Cette dalle OLED est somptueuse mais horriblement réfléchissante. Le revêtement qui est devant est un véritable miroir. Là, dites-vous bien, j'ai des éclairages qui ont été placés de façon à éviter ces reflets. Mais j'ai dans mon salon 2 baies vitrées, une qui est juste là, une autre qui est un petit peu plus loin derrière la caméra. Et j'ai par ailleurs des pavés de verre qu'il a fallu que je bricole pour ne pas afficher de lumière. Et donc j'ai une pièce à vivre qui est plutôt lumineuse, comme on aime tous, à moins que vous aimiez vivre dans une grotte. Mais si tout va bien sur des séances cinéma pénombre nuit, c'est un vrai bonheur. Je peux vous dire qu'en journée, c'est dur. C'est dur parce que y a énormément de reflets.
Je comprends que Panasonic ait prévu une dalle qui tourne comme ceci. Ça va permettre évidemment de limiter ces lumières parasites. Mais même comme ça, il y a par moments, je vous assure que quand j'étais sur certaines parties de jeux vidéo où ça devient très très sombre, on se dit franchement, il manque quelque chose. La dalle est très bien, mais ce pic lumineux dont je vous parlais tout à l'heure et finalement l'abaissement lorsqu'on a besoin d'éclairer toute la dalle avec finalement une luminosité qui est moindre, aux alentours des 150 nits, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas à compenser tous les reflets qui sont existants. Donc faites bien attention, si vous avez vraiment un environnement dans votre pièce qui est sujet aux reflets de base, sachez-le, avec les dalles OLED de manière assez classique, ça prend beaucoup les reflets. Ici, avec cette génération et cette luminosité mesurée et constatée, ça peut vite poser de réels problèmes. Panasonic tourne sous un OS qui s'appelle My Home Screen 5.0, qui évolue de temps en temps, qui propose, comme je vous l'ai dit, une quantité de réglages vraiment impressionnante, très appréciable par ailleurs. C'est un OS maison, donc il maîtrise de bout en bout ce qu'il est capable d'y afficher, mais alors pour tout le reste, c'est vraiment pas génial. On a, lorsqu'on appuie sur le bouton Home, sachez qu'il n'y a pas de page d'accueil comme on peut l'avoir sur Android TV, ce menu d'icônes qui apparaît ici, ok, pourquoi pas, c'est un choix, ça ressemble après tout un petit peu à du Tizen OS, à du WebOS, on peut déplacer ces icônes ici, comme on peut le voir, les déplacer, les agencer. On retrouve certes l'essentiel des applications, Netflix, Prime Video, YouTube, Molotov, et la nouveauté de cette version 5 de ce My Home Screen, c'est l'apparition ici, lorsqu'on sélectionne par exemple Netflix, de ces miniatures des contenus que l'on a visionnés. Donc ça, c'est quand même une amélioration, c'est encore pas une révolution, ça existe ailleurs, mais c'est l'une des améliorations qui est apportée par cette version 5 du My Home Screen. Lorsqu'on s'intéresse aussi à ces autres améliorations, on trouve sur le site de Panasonic l'arrivée de ce truc-là, Xumo, qui est en fait une application IPTV. Ok, alors il y a déjà Molotov pour tous ceux qui ont des comptes, etc. Je me retrouve avec des chaînes essentiellement US. Là, en l'occurrence, je crois que c'était un truc genre People TV. Il y a une petite sélection de quelques dizaines de chaînes avec un temps de zapping qui est... Je suis à la fibre 1 giga et là, ah si, ça y est, il s'est passé quelque chose. Voilà, donc temps de zapping, allez, on y va, ça mouline. Allez, voilà, c'est bien, on a changé de chaîne. Et un contenu d'un intérêt franchement discutable. Dans la partie applicative, dans la capacité à faire évoluer très vite son système, dites-vous bien, et vous l'avez peut-être vu si vous êtes utilisateur de téléviseur Android TV, Tizen OS, que vous avez d'ores et déjà l'application Disney qui est apparue sur votre store. Là, toujours pas. Voilà. La pauvreté des applications, franchement, ça devient frustrant sur un téléviseur à 3 000 € avec de telles capacités d'avoir un app market. Enfin voilà, la sélection, ça parle, je n'invente rien, on est quand même sur un app market où l'essentiel des applications sont tout sauf à intérêt français, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas vos applications de sport préférées, vos applications de replay, etc. Voilà, donc franchement, côté ergonomie logicielle, My Home Screen, il est vraiment temps que Panasonic réagisse, qu'il lâche l'affaire ou alors qu'ils mettent beaucoup de développeurs pour rattraper le retard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que je suis assez virulent, mais parce que cette contrariété est renforcée par les autres atouts que propose cette dalle. Et puis il y a selon moi un autre point quand même assez important avec ce fameux My Home Screen 5, qu'on aura beau regarder sur la télécommande, il n'y a pas de micro. Donc si vous êtes habitué à utiliser des assistants vocaux type Google pour faire de la recherche de contenu, là, ça ne sera pas nativement supporté par le téléviseur. Alors c'est intéressant parce que dans mes précédentes vidéos, je ne sais plus laquelle c'était exactement, je voyais dans les commentaires que, il y en avait un d'entre vous qui disait « Oui, mais moi, si je ne veux pas confier mes données à Google et si je ne veux pas acheter de téléviseur sous Android TV, là, allez-y, pas de problème, vous n'êtes pas du tout dans la sphère Google et vous ne serez pas non plus dans les options telles que la capacité de diffuser du contenu via Apple AirPlay 2 et accéder aux applis d'Apple. Là non plus, ça ne le fait pas. Un autre point faible selon moi pour My Home Screen 5. Et puis c'est pas tout, parce que dans la partie ergonomie, il y a aussi l'ergonomie de ce truc-là, la fameuse zappette, celle que l'on va utiliser tout le temps. Alors
Moi, je suis plutôt fan des modèles qui ont plein de touches comme ça. Je comprends tout à fait l'intérêt de la télécommande de chez Samsung qui limite grandement le nombre de touches, mais j'aime bien, lorsque j'ai envie de passer de la source HDMI 1 à la source HDMI 4, ne pas avoir à faire défiler 50 menus. Là, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas non plus sur les bonnes télécommandes de chez Sony, notamment quand on est sur le haut de gamme avec cette télécommande rétroéclairée. Une référence pour moi. Et là, eh bien, franchement, Panasonic, téléviseur, 3000 €. On est certes sur des inscriptions qui sont faciles à lire. Hein. Regardez un petit peu, on a des belles inscriptions. Voilà, c'est pas rétroéclairé, mais pour ceux qui ont des problèmes de vue, eh bien là-dessus, c'est sûr, il n'y aura pas de souci. En revanche, côté quali, les espèces de sérigraphie, impression collées avec du plastique lorsqu'on est sur input, picture, back, return, etc. Ah oui, et puis il y a un truc aussi que j'ai pas dit sur la télécommande, c'est que je trouve que son pointeur, là, infrarouge, il est extrêmement directionnel. Là, si je fais ça, voilà, il se passe rien. Ah, si ça veut, non, voilà, il se passe rien. Et pourtant, je pointe, voilà, on le voit bien, je pointe le téléviseur, hein, voilà. Non, non, faut bien aller chercher le petit coin ici, qui est visiblement le capteur, et par là, donc en bas à gauche, parce que sinon, eh ben, il se passe rien si je vise le centre. Non mais on est en 2020, il faut aller chercher le petit coin ici. Et ben je vous le dis, au quotidien, là encore, c'est un truc qui agace parfois. Je peux comprendre que vous émettiez de gros doutes sur mon analyse quant à cette télécommande, que vous dites ouais, il abuse, il faut absolument pas pointer en bas. Voilà ce que j'attends tout simplement d'une télécommande en 2020. Ici, eh bien, j'ai reçu cette A8 qui est l'OLED de chez Sony, version 2020. Je vais vous en parler évidemment sur la chaîne très bientôt. J'ai volontairement désactivé la partie Bluetooth parce que déjà, cette télécommande, elle fait à la fois infrarouge et Bluetooth. Lorsqu'on coupe le Bluetooth, eh bien, elle bascule sur l'infrarouge. Bluetooth qui est d'ailleurs utilisé pour les commandes vocales avec le fameux Google Assistant. Donc vous voyez bien, là, la partie Bluetooth est désactivée et regardez, j'ai absolument pas besoin de pointer directement le téléviseur. Je peux pointer la fenêtre, oh, ça marche. Je peux pointer le plafond, ça continue de fonctionner. Voilà, alors bien sûr si j'arrive au bout des menus, non, voilà, donc aucun problème pour piloter mes trucs. Je vais ici utiliser cette fois-ci ma télécommande perso d'un modèle qui a 3 ou 4 ans et bizarrement, oh, bah, ça continue de fonctionner. Voilà ce que j'attends d'une télécommande à l'heure actuelle et de ne certainement pas avoir besoin d'aller chercher, pointer directement le téléviseur. Ça, c'est d'un autre temps. Je chipote peut-être un peu, là encore, réagissez, partagez avec moi, critiquez-moi même si vous voulez, mais moi j'estime que sur un téléviseur à 3000 €, on est en droit d'attendre un petit peu mieux quand même. Bien, voilà, ça je crois que c'est fait. On va faire retomber un petit peu la pression parce que c'est le moment de livrer mon verdict et donc forcément je ne voudrais pas que vous vous trompiez sur le bilan global de ce téléviseur parce que forcément, point positif, point négatif, c'est maintenant que je vous en parle. Les points positifs, ils sont évidents. Je pense avoir été suffisamment clair et avoir suffisamment insisté sur les capacités de ce téléviseur, sur la qualité de son image, la fidélité, des couleurs parfaites. Vraiment, que ce soit avec des contenus SDR, HDR, les performances du processeur HECX Intelligent Processor, vraiment on est sur quelque chose de très très bien, même pour regarder vos simples contenus TNT. Aujourd'hui on est à l'abri d'avoir vraiment de mauvaises surprises sur l'upscaling, la gestion de la fluidité, etc. De toute façon, autre point fort, eh bien, c'est la richesse des réglages, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser, calibrer aux petits oignons, suivant vos préférences. Moi, c'est vrai que je suis plutôt fan des réglages, et bien soit Dolby Vision IQ, parce que j'aime bien la restitution Dolby Vision, et j'aime bien aussi ce fameux Filmmaker Mode, ou encore le Netflix Calibrated Mode, si jamais vous êtes sur des séries. Tout ça, vraiment, on a un choix qui est considérable, qui est pertinent, qui est efficace. Des taux de contraste qui sont dingues, évidemment, parfait. Donc là-dessus, je pense être assez clair sur la qualité de l'image. Mais forcément, j'oppose à ça les fameux reflets. On a donc la qualité fidélité des couleurs, la richesse des menus, le mode Filmmaker dont j'ai parlé. On a évidemment la prise en charge de tous les modes HDR, que ce soit HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG aussi pour la partie broadcast. Et puis on a ce pied rotatif, alors qui du coup, compte tenu des reflets de la dalle, se résume aussi à une nécessité pour ce HEZ1000. Mais qui franchement, moi j'invite tous les constructeurs à basculer sur ce type de pied central et rotatif parce que c'est vraiment très très cool. Moi je me demande si ça n'a pas été grandement inspiré par Philips qui a quand même proposé sur des téléviseurs The One
des pieds rotatifs sur des produits comme un The One à moins de 800 € qui s'est vendu comme des petits pains en 58 pouces pendant les différentes opérations commerciales qui ont été pratiquées, les OP de promo. Et donc, peut-être que ça les a inspirés, j'en sais rien si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, c'est un très bon point que le retour du pied rotatif. Du côté des points négatifs, eh bien, il y a forcément les reflets trop importants, je l'ai dit. My Home Screen 5, voilà, c'est génial pour toutes les options et tous les réglages que ça propose. Pour l'univers applicatif, franchement, il faut oublier, ou en tout cas, il faut vraiment y aller pour rattraper le retard et être réactif sur tout ce qui est enrichissement, application, la réactivité Disney, les applis de sport, le replay, etc. Voilà, alors à moins que vous utilisiez votre box de votre opérateur et auquel cas, ok, pourquoi pas. Ou alors vous n'êtes pas du tout intéressé par la partie application tierce. Pour vous, Netflix, YouTube, Prime Video et Molotov, c'est bien suffisant. Auquel cas, là encore, pas de doute, si vous n'avez pas de problème de reflet, j'insiste vraiment sur cette partie-là. J'ai l'impression que je me répète. L'audio fera aussi partie des points négatifs sur ce modèle. Moi, malgré les petites optimisations et peut-être les petites fonctions de virtualisation audio, je trouve qu'on est quand même en retrait sur une gamme de prix 3000 €. Je pense qu'on est en droit d'attendre un petit peu mieux. Et quand même parce que j'ai envie de rappeler, il y a cette ergonomie de la télécommande qui franchement, entre le fait d'être obligé de pointer vraiment le capteur et voilà, je pense qu'on est en droit d'attendre mieux là encore sur la finition du produit. Eh bien voilà, regardez, vous en avez même 2 pour le prix d'un. En fait, cette vidéo touche à sa fin. Je tenais juste à terminer là-dessus. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, liker, partager tout ce que vous voulez, tout ce qui va bien, le petit pouce bleu pour me motiver. On va quand même terminer cette vidéo sur quelque chose de réconfortant. J'ai passé la barre des 1000 abonnés. Ouais, alors on est un petit peu au-dessus, c'est grâce à vous, tout ça, bien évidemment. J'essaye de répondre à tous les commentaires et c'est ce qui va m'emmener au point final de cette vidéo sur ce téléviseur Panasonic. Plus précisément, vous êtes nombreux à me demander, faut-il que je craque pour ce téléviseur? Est-ce que je vais plutôt pas prendre celui-là? J'ai vu que tu disais ça sur le gaming, j'ai vu que tu disais ça sur les menus, etc. Là, sur ce Panasonic, vraiment, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Sachez juste que les tarifs ne sont pas définitifs. On est sur 2000 € pour le 55 pouces, 3000 € pour le 65 pouces. Ça devrait se préciser très très vite. Néanmoins, sachez aussi, parce que je pense que je vais avoir cette question, il y a des promos sur le GZ 1500 en version 65 pouces qui est aux alentours des 2000-2500 €. Eh bien franchement, si vous êtes fan de Panasonic, si vous avez bien en tête tout ce que je vous ai dit quant à My Home Screen qui en plus sur la version 1500 doit encore être en version 4, donc vous n'aurez pas les petits icônes qui viennent en surcouche de la rangée d'icônes, les petits raccourcis sur vos contenus. Donc si vous avez tout ça bien en tête, franchement, économisez 500 € parce que vous serez sur un produit qui est très bon. Si le HDMI 2 points partiel ne représente pas d'intérêt pour vous, eh bien voilà, vous serez sur un téléviseur 65 pouces OLED aux alentours des 2000-2500 €. Pensez bien aussi que QLED LCD ça évolue, mais c'est une affaire de goût. Donc j'utilise aussi de l'OLED depuis très longtemps. J'ai pas constaté de marquage, mais j'ai pas eu non plus l'envie de laisser un logo marbré en permanence. Donc voilà, donc je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, ça me motive grandement évidemment parce que c'est vrai que hors période confinement j'avais pas publié beaucoup de vidéos, mais je suis de plus en plus au taquet là-dessus, donc j'essaye de vous fournir le plus d'infos, donc merci encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, likez, partagez, faites passer le message autour de vous. Il y a des tests de télé et plein d'autres choses à découvrir sur la chaîne, Je vous dis à bientôt, d'ici là, portez-vous bien pour une prochaine vidéo. Petit teasing, on va se parler du Sony A8 dans sa version OLED, là encore 65 pouces, et puis il y a plein d'autres choses à venir. Allez, à bientôt. Voilà, et ça va pas du tout, je suis pas du tout dans les premières suggestions YouTube. Va falloir remédier à ça, parce que là, je suis en train de me rechercher pour afficher du contenu. Abonnez-vous, likez, partagez, parce que David Guetta, a priori, est plus célèbre que moi.